Nous nous posons aujourd'hui régulièrement la question de la citoyenneté. Dans la représentation que nous en avons, les concepts de citoyen et citoyenneté sont entièrement positifs. Et du point de vue strictement historique, c'est vrai, puisque la naissance de la cité représente un progrès dans l'organisation sociale. Mais on a trop tendance à oublier que la cité, qui fonctionne sur un principe d'inclusion, fonctionne aussi sur un principe d'exclusion. Les deux vont ensemble, dans la mesure où, pour savoir qui est citoyen, il faut bien définir qui n'est pas citoyen. Pour les anciens, il y a une évidence. Ce n'est pas le lieu de résidence qui définit la citoyenneté. Une phrase d'Aristote dans la politique est claire de ce point de vue. Dans la cité, à côté des citoyens, vivent aussi des métèques et des esclaves. On doit donc classer les différents habitants d'une cité selon le rapport qu'ils entretiennent avec la citoyenneté. On peut faire ainsi 4 cercles. Le premier est composé des citoyens et de leurs fils, qui sont des citoyens en puissance, tant qu'ils n'ont pas atteint l'âge de la majorité, c'est-à-dire 17 ou 18 ans, selon les cités, selon qu'on est à Rome ou en Grèce, mais évidemment, ce statut de citoyen en puissance est par nature transitoire. Le deuxième cercle est celui des femmes et des filles des citoyens. Elles ne sont pas citoyennes, tout simplement parce que juridiquement, ce sont des mineurs à perpétuité. Et de ce point de vue-là, elles sont comme les enfants. Un mineur ne peut pas être citoyen. Cela dit, les épouses et les filles de citoyens ont un statut tout à fait paradoxal, dans la mesure où elles donnent naissance, si elles ont fait un mariage légitime, c'est-à-dire dans les règles, elles donnent naissance à 2 futurs citoyens, ou à des filles qui, elles-mêmes, après s'être mariées, donneront naissance à 2 futurs citoyens. Par ailleurs, les femmes ont, dans la cité, un certain nombre de responsabilités non négligeables, en particulier du point de vue religieux. On peut penser, parce que c'est l'exemple le plus habituel, aux vestales, qui, à Rome, ont pour fonction d'entretenir le feu sacré qui assure la pérennité de la cité. Donc, les femmes ne sont pas citoyennes. D'ailleurs, la question ne s'est jamais réellement posée, ni à Rome, ni en Grèce. Mais elles sont intégrées à ce que l'on peut appeler la communauté civique. Si on s'éloigne encore un peu plus, le troisième cercle regroupe les étrangers. Que ces étrangers soient des étrangers de passage, parce qu'ils sont venus faire du commerce, par exemple, ou que ce soit des étrangers résidents. À Athènes, ces étrangers résidents sont des métèques. C'est le terme habituel qui signifie simplement des gens qui habitent avec les citoyens. À Rome, on les appelle des pérégrins, peregrini. Ces étrangers ont, vis-à-vis de la cité qu'ils accueillent, un certain nombre d'obligations. Et la première obligation fondamentale, c'est de s'occuper uniquement de leurs affaires et en rien des affaires de la cité. Par ailleurs, normalement, ces étrangers, sauf si chez eux ils ont fait l'objet d'une condamnation,
sont citoyens de leur cité d'origine. Le quatrième groupe est le plus éloigné de la citoyenneté. C'est celui des individus non libres, ceux que l'on appelle habituellement les esclaves. Cela dit, dans l'Antiquité, il y a deux sortes d'esclaves. D'une part, ceux que l'on appelle, à la mode grecque, les ilotes, tels qu'on les connaît à Sparte, et qui sont en fait des serfs, même si il faut faire très attention parce que le terme est lié au Moyen-Âge, mais disons que ce sont des gens attachés à cultiver une terre qui ne leur appartient pas. On s'interroge beaucoup sur l'origine de ces ilotes. Ce que l'on dit généralement, c'est que ce sont des populations qui habitaient antérieurement sur le sol de la cité et qui ont été mis en esclavage au moment où la cité a été créée par les nouveaux arrivants. Cela dit, l'esclavage de type ilotique est un esclavage réservé au monde grec et encore, toutes les cités ne le connaissent pas. Jamais dans le monde romain, il n'y a eu d'ilotes ou d'équivalent des ilotes. Dans les cités où l'esclavage de type ilotique n'existe pas, on trouve ce que l'on appelle, c'est la traduction d'un terme anglais, des esclaves marchandises. Esclaves marchandises, simplement parce qu'ils sont achetés sur un marché. Alors là, on peut penser à toutes les images des marchés aux esclaves et tous les fantasmes qui y sont attachés, mais ces esclaves marchandises appartiennent à leur maître et ce sont en quelque sorte des biens meubles, des biens dotés d'une vie propre, comme on le dit habituellement. Évidemment, ces esclaves ne sont pas citoyens. Alors ils ne sont pas citoyens tout simplement parce qu'ils ne sont pas libres et parce qu'en plus, normalement, ils sont étrangers. Donc, ils sont frappés par rapport à la citoyenneté d'une double exclusion. Cela fait très longtemps que les spécialistes ont cherché à mesurer le nombre des citoyens par rapport au nombre d'habitants des cités. Mais en fait, c'est une recherche qui est quasiment impossible à faire. Normalement, nous devrions au moins connaître le nombre de citoyens. Tout simplement parce que toutes les cités antiques faisaient, pour des raisons fiscales, des recensements. Il fallait bien savoir qui devait payer les différentes taxes et les différents impôts. Mais, en fait, ces recensements ont régulièrement été remis en question parce que l'on ne sait jamais si l'on compte tous les citoyens ou seulement les citoyens en âge de porter les armes. Par ailleurs, même si on a un nombre de citoyens, il est difficile de déterminer le nombre de ceux qui appartiennent à la communauté civique, c'est-à-dire les citoyens plus leurs femmes et leurs enfants. Pour passer d'un chiffre à l'autre, évidemment, on peut utiliser une projection démographique, mais cette projection démographique, elle est moderne, forcément, c'est-à-dire que nous la trouvons chez des démographes qui s'intéressent aux sociétés actuelles. Normalement,
pour passer du nombre d'hommes au nombre d'habitants, on emploie un coefficient multiplicateur. Seulement ce coefficient multiplicateur, il est entre 3 et 5 dans les sociétés dites pré-industrielles, comme les sociétés antiques. Si l'on prend le nombre moyen de 4 et qu'on part du principe que le chiffre que l'on nous donne, par exemple, pour les citoyens athéniens est de 30 000, ça veut dire que l'on a 120 000 personnes qui appartiennent à la communauté civique. Quand il s'agit de définir le nombre d'étrangers résidant dans la cité et le nombre d'esclaves, c'est encore plus difficile. Pourquoi ? Parce que le nombre d'étrangers qui résident dans la cité, on arrive à peu près à le connaître pour Athènes, par exemple, dans la mesure où les métèques payaient un impôt. Donc, avec le nombre d'assujettis à l'impôt, on peut, de ce nombre, on peut déduire le nombre de métèques. Encore faut-il évidemment ajouter aux hommes leurs femmes et leurs enfants. Pour les esclaves, et en particulier les esclaves marchandises, là, on se trouve devant des projections qui résultent non pas de calculs, mais en fait de raisons idéologiques. Raisons idéologiques, simplement parce que selon que l'on est plus ou moins favorable à la cité antique, on a tendance à minorer ou à augmenter le nombre d'esclaves par rapport à celui des citoyens. Et cela fait très longtemps qu'il en est ainsi, puisque, par exemple, au XVIIIe siècle, l'un des écrivains qui ont composé l'encyclopédie, celui que nous connaissons sous le nom de Volney, dénonçait le système antique, évidemment pour contrer les tenants de l'esclavage dans les colonies au XVIIIe siècle, et il écrivait, je cite, « À Athènes, ce sanctuaire de toutes les libertés, il y a 4 têtes esclaves pour une tête libre. » En fait, la seule certitude que nous ayons, c'est qu'il y a dans toute cité antique infiniment plus de non-citoyens qu'il n'y a de citoyens. Et le rapport auquel on arrive de façon à peu près unanime est de 1 à 7. C'est-à-dire que, toujours, si on prend Athènes, à partir de 30 000 citoyens, on aboutit à 210 000 non-citoyens qui viennent s'ajouter aux citoyens eux-mêmes. Ce qui différencie les cités entre elles, ce n'est donc pas la structure sociale, mais de façon infiniment plus intéressante, le moyen pour les non-citoyens de devenir ou non citoyens. En quelque sorte, la capacité de passer d'un statut à l'autre. Or, pour cela, il y a une opposition absolue entre la Grèce et Rome. Et c'est là-dessus que je vais maintenant m'attarder pendant un petit moment. Donc, dans leur ensemble, les cités grecques sont très méfiantes à l'égard des étrangers. Et elles ont tendance à se fermer
à l'arrivée de populations nouvelles. L'un des héros grecs, Lycurgue, qui est l'un des personnages politiques les plus connus des origines de la Grèce, déclarait qu'il faut éviter dans une cité d'introduire des étrangers qui, par leur activité, pourraient modifier les structures sociales et les mœurs de la cité. Nous avons de cette méfiance vis-à-vis de l'étranger, méfiance qui est d'autant plus extraordinaire que la plupart de ces étrangers sont des Grecs eux-mêmes, mais ils viennent d'autres cités. Cette méfiance est marquée par un décret pris par Périclès, le grand Périclès, celui dont le siècle apparaît comme le siècle d'or de la Grèce. Périclès prend un décret pour spécifier que pour être citoyen, il fallait être né d'un père citoyen et d'une mère fille de citoyen, ce qui excluait évidemment tous les enfants qui auparavant accédaient à la citoyenneté et qui avaient simplement un citoyen comme père et une mère venant d'une autre cité. Cette fermeture de la cité conduit évidemment à une restriction du corps social. Cela ne signifie évidemment pas que les cités grecques n'accordaient jamais la citoyenneté à des étrangers. Nous avons toute une série de décrets de naturalisation, on peut appeler ça comme ça, athéniens, qui montrent que l'on pouvait, en étant étranger, devenir citoyen athénien. Mais l'existence même de ces décrets montre que c'est tout à fait exceptionnel. Normalement, lorsqu'on est étranger dans une cité, on le reste. Et même si on est installé, ses enfants le restent. Nous en avons deux exemples tout à fait étonnants. Le premier, c'est celui de Lysias, que tous les hellénistes présentent comme l'un des maîtres de ce que l'on appelle la prose grecque classique, dont le père était un étranger venant de Syracuse, cité grecque, fabricant de boucliers. Le père de Lysias est resté métèque toute sa vie et Lysias est resté métèque toute sa vie. Nous en avons un autre exemple tout aussi évident avec Aristote, le grand philosophe, qui venait de Stagir en Macédoine et qui a vécu à Athènes la plupart du temps, mais qui est resté un métèque, c'est-à-dire qu'il n'a jamais obtenu la citoyenneté athénienne. À Rome, c'est très exactement le contraire. Nous avons un très grand nombre d'exemples prouvant que les Romains accordaient de façon très large la citoyenneté à des étrangers. L'exemple le plus ancien est celui de Tarquin, le roi de Rome, dont nous savons, par Tite-Live, qui a écrit l'histoire de Rome, qu'il était fils d'un Corinthien. Ce Corinthien avait émigré en Étrurie, donc ce que nous appelons aujourd'hui la Toscane, à Tarquinia pour des raisons politiques. Et il s'y était marié, il y avait eu un fils, donc Lucumon, le futur Tarquin, qui lui-même avait épousé une Étrusque et qui était venu s'installer à Rome parce que, disait-on, c'était une cité dans laquelle, en étant étranger,
on pouvait devenir quelqu'un. Et il est devenu l'un des 7 rois de l'histoire romaine. Nous en avons un autre exemple. Juste après l'expulsion des rois, au début de la République romaine, l'arrivée d'un Sabin, dont le nom à l'origine est Attus Clausus, qui est connu à Rome sous le nom d'Appius Claudius, qui arrive à Rome avec toute sa gens, c'est-à-dire tout son groupe familial, ses enfants, mais aussi les gens qui sont liés à sa famille, ceux que l'on appelle ses clients, ce qui devait faire à peu près 5000 personnes. Or, Attus Clausus est intégré à la cité, on lui donne des terres, il devient sénateur et sa famille, la gens Claudia, devient l'une des principales familles de Rome, au point que l'un de ses descendants est l'empereur Claude. Ce qui est intéressant, c'est que ces exemples ne sont pas isolés. Alors on pourrait le croire, parce qu'évidemment, ce sont des personnages emblématiques. Mais nous savons que, de façon beaucoup plus générale, Rome a toujours accordé la citoyenneté aux étrangers. Nous en avons un exemple chez Cicéron, dans un procès où il défend un certain Balbus, accusé d'avoir usurpé la citoyenneté romaine. Je vais lire une phrase qui est absolument fondamentale. Romulus, le premier de nos rois, le créateur de notre ville, nous a enseigné par le traité avec les Sabins que nous devions accroître notre État en y accueillant même des ennemis. Fort de cette garantie et de ce précédent, nos ancêtres n'ont cessé d'accorder et de distribuer le droit de cité. Ainsi, dans le Latium, c'est-à-dire la région qui entoure Rome, beaucoup d'habitants de Tusculum et de Lanuvium, et dans d'autres régions des peuples entiers, tels que les Sabins, les Volques, les Herniques, ont reçu de nous le droit de cité. C'est à cette tradition ancestrale que se réfère l'empereur Claude lorsqu'il a l'idée, donc on est au 1er siècle après Jésus-Christ, de faire entrer au Sénat des Gaulois. Horreur, parce que les Gaulois sont théoriquement les ennemis irréductibles de Rome. Nous connaissons le discours de l'empereur Claude, parce que nous en avons conservé une version, le discours original, dans une inscription que l'on appelle les Tables claudiennes de Lyon. Mais nous avons aussi la version de ce discours telle que l'a réécrite l'historien Tacite. Alors, nouvelle citation. Tacite fait dire à l'empereur Claude quelle autre cause y a-t-il eu à la ruine des Lacédémoniens et des Athéniens, en dépit de leur valeur guerrière, que leur entêtement a écarté les vaincus comme étrangers. Cette référence aux étrangers est fondamentale parce qu'elle nous amène directement à la question des esclaves. Les esclaves marchandises sont essentiellement des étrangers. Alors bien entendu, un certain nombre d'esclaves marchandises pouvaient venir de vols d'enfants, d'enlèvements par les pirates, comme on le voit dans toutes les comédies de la nouvelle comédie grecque ou dans la comédie latine. Mais, en réalité, la majorité des esclaves étaient des prises de guerre. Et nous le savons bien, puisque
nous savons que le nombre d'esclaves à Rome croît au fur et à mesure de la conquête et qu'il décroît au moment où cette conquête s'arrête, c'est-à-dire au moment où Rome, l'Empire romain, a atteint ses frontières, qu'elle gardera d'ailleurs jusqu'à la fin de l'Empire, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'Empire romain d'Occident. Du strict point de vue juridique, en Grèce et à Rome, les esclaves marchandises sont les êtres les plus éloignés possibles de la citoyenneté. Puisque, d'une part, ils ne s'appartiennent pas, donc ils ne sont pas libres, et d'autre part, ce sont des étrangers. Mais, là encore, on a une différence fondamentale qui tient aux conditions dans lesquelles les esclaves sont affranchis. Il y a, en Grèce, des affranchissements. Et nous avons un certain nombre de décrets d'affranchissement, et nous savons exactement comment un esclave était affranchi en Grèce, généralement en étant revendu fictivement par son maître à un temple, donc à un dieu, et à partir de ce moment-là, l'esclave était une personne libre. Mais en Grèce, l'affranchissement ne signifie pas que l'on devient citoyen. Il y a eu un certain nombre d'exemples d'affranchissement massif d'esclaves. Pourquoi ? Parce que en Grèce, les esclaves étaient souvent utilisés comme force d'appoint lors des révolutions et on leur promettait, en cas de victoire du parti qu'ils avaient soutenu, la liberté. Mais ces esclaves, s'ils décidaient de rester dans la cité, n'étaient pas citoyens. Ils étaient des métèques. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun droit de participer au statut de la cité. Ni au vote, ni au vote des lois ou à l'élection des différents magistrats. À Rome, la situation est absolument différente dans la mesure où l'affranchissement équivaut à l'octroi de la citoyenneté romaine. Donc, un esclave affranchi devient de fait, par l'affranchissement, citoyen romain. Alors, bien entendu, il a un certain nombre de limitations. Par exemple, il ne peut pas être élu comme magistrat. Mais ces limitations n'existent plus pour ses enfants. Les enfants d'affranchis sont des citoyens comme les autres et ils peuvent, sans difficulté, entamer ce que l'on appelle la carrière des honneurs pour peu qu'ils appartiennent à une classe financièrement privilégiée, ce qui était obligatoire à Rome. Il est extrêmement difficile de savoir combien il y avait d'affranchis citoyens à Rome. Là encore, on a fait de multiples projections, mais aucune de ces projections n'a donné de résultats satisfaisants. Tout ce que nous savons, c'est que, au bout d'un moment, le nombre d'affranchis a gêné un certain nombre de Romains. Et nous en avons deux preuves historiques claires. D'une part, au début du IIe siècle avant Jésus-Christ, il y a une réforme que je ne vais pas détailler ici parce qu'elle est, à vrai dire, extrêmement compliquée, mais qui est une réforme des unités de vote. Cette réforme des unités de vote, qui est faite par les
personnage chargé du recensement à Rome, ce que l'on appelle les censeurs, a clairement pour but de limiter l'influence des affranchis dans les assemblées qui votent les lois ou qui élisent les magistrats. D'autre part, nous savons que, un peu plus tard, disons au début de l'ère chrétienne, Auguste, le premier empereur romain, a pris une série de mesures pour limiter les possibilités d'affranchissement. Alors là encore, c'est très compliqué parce que on ne pouvait pas affranchir légalement, après les mesures d'Auguste, un esclave qui avait moins de 30 ans. On ne pouvait pas affranchir par testament plus de 100 esclaves. Ce qui impliquait que certains Romains possédaient beaucoup d'esclaves. Mais là encore, la question n'est pas une question de refus de l'étranger, c'est plutôt des raisons fiscales. C'est-à-dire que les esclaves qui, après les mesures d'Auguste, étaient affranchis au-delà des limites fixées par la loi, étaient libres. Simplement, ils ne devenaient pas citoyens romains, ils avaient un statut que l'on définit comme celui des latins juniens, et ces gens étaient simplement exclus des distributions gratuites de blé que le prince faisait aux citoyens romains. Donc, en réalité, les mesures d'Auguste avaient pour but de faire des économies et non pas de fermer la cité. Maintenant, bien entendu, lorsqu'on parle d'affranchis, il faut faire très attention parce que tous les esclaves n'ont pas les mêmes possibilités d'affranchissement. Il est beaucoup plus facile d'être affranchi lorsque l'on est près du maître et qu'on lui a rendu un certain nombre de services. En revanche, lorsqu'on travaille dans une exploitation agricole, on est moins facilement affranchi. D'autre part, l'affranchissement, pour un Romain, est intéressant du point de vue financier. Un esclave qui vieillit, il faut continuer à le nourrir. En revanche, si on l'affranchit, il se nourrit tout seul. Et en plus, pour être affranchi, il a dû rétrocéder au maître tout l'argent qu'il avait pu accumuler, ce que l'on appelle le pécule, pendant sa période d'esclavage. Et en fait, l'affranchissement est une façon pour le maître de renouveler son personnel servile. On se débarrasse des vieux et on achète de jeunes esclaves qui sont évidemment plus productifs que les vieillards. Mais il y a aussi des statuts particuliers. Il existe dans les cités ce qu'on appelle des esclaves publics. En Grèce, on les nomme démosioi et à Rome, les servi publici. Ces esclaves publics n'appartiennent à personne en particulier, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de maître identifié. Et comme dans l'Antiquité, une cité n'est pas une entité juridique, ils ont finalement une assez grande liberté, à la seule différence que, bien entendu, ils ne participent pas véritablement à la vie de la cité, sauf dans les tâches administratives. Alors, ces esclaves publics, on en voit
régulièrement dans les textes. Le plus célèbre, le plus connu, est peut-être l'esclave public qui, si l'on suit le dialogue de Platon, le Phédon, est chargé d'apporter à Socrate la ciguë qui va le tuer. Donc là, on a un esclave qui travaille pour la cité et dont d'ailleurs, toujours dans le Phédon, Socrate dit le plus grand bien en disant que c'est un être sensible qui comprend, qui compatit et qui réfléchit. Alors on peut s'étonner de voir que dans les cités antiques, un très grand nombre de fonctions administratives qui sont remplies aujourd'hui par nos énarques sont remplies par des esclaves publics. Mais, par exemple, à Athènes, c'est voulu. Pourquoi ? Parce que faire remplir une fonction administrative par un esclave qui ne peut pas tirer profit pour faire de la politique ou pour influer sur l'avenir de la cité, c'est en fait protéger la démocratie. Enfin, et c'est le dernier élément, il faut faire attention lorsqu'on parle de Rome comme d'une société ouverte. Le fait que l'on puisse obtenir la citoyenneté romaine en étant étranger au départ, le fait que lorsqu'on est affranchi, on devienne automatiquement citoyenne, ça ne signifie pas du tout que n'existe pas de réticence vis-à-vis des étrangers. En fait, à Rome, règne une très grande xénophobie. Et les étrangers sont souvent mal supportés. On trouve, par exemple, chez des polémistes comme Martial ou Juvénal, des phrases du type de celles que l'on entend aujourd'hui, où de vieux Romains, entre guillemets, de vrais Romains, se plaignent que tous ces étrangers qu'on a introduits en masse dans la cité viennent leur retirer le pain de la bouche. Et, qui plus est, vivent, disent ces polémistes, souvent mieux que les vrais Romains. Donc là, nous avons des phrases qui sont très évocatrices pour nous. Par ailleurs, lorsque, je l'ai dit, l'empereur Claude veut faire entrer au Sénat des sénateurs gaulois, les sénateurs protestent. Alors, protestation vaine, puisque de toute façon c'est l'empereur qui décide, donc des Gaulois entrent au Sénat, mais protestation derrière lesquelles on retrouve toujours cette xénophobie. Le dernier point, et ce sera en fait la conclusion, c'est la question de savoir si nous pouvons tirer une leçon quelconque des cités antiques pour réfléchir à ce que nous appelons, nous, la citoyenneté et l'intégration. En fait, il faut faire très attention. Les cités antiques sont proches des nôtres, mais ce ne sont pas des cités comme les nôtres. En fait, Athènes et Rome, par exemple, sont confrontés à deux problèmes qui aboutissent au même résultat. Le premier problème, c'est la guerre continuelle. Le deuxième problème, c'est l'existence qui n'est jamais remise en question de l'esclavage. Ces deux choses font que le corps civique d'une cité a tendance à se réduire. La guerre, c'est très clair, parce que ceux qui meurent au combat sont des citoyens, et l'esclavage, parce que l'afflux d'esclaves a tendance à limiter le renouvellement de la population.
Face à cette situation, les cités antiques avaient un choix, une alternative. Soit on fermait la cité pour qu'elle reste pure, entre guillemets, et le risque, c'était la perte d'influence. C'est ce que Claude, l'empereur Claude, disait à propos de Sparte et d'Athènes. Soit on ouvrait la cité, comme l'a fait Rome, avec tous les risques que cela impliquait et toutes les tensions sociales que cela suscitait. Mais Rome n'a jamais renoncé à son principe d'intégration. On le voit commencer au début de l'histoire de la cité et le système perdure jusqu'à la fin de l'Empire romain. Tout ce que l'on peut dire, et alors là pour le coup ça peut être une leçon, c'est que le système romain ne fonctionne que parce que Rome a un système de valeurs extrêmement stable et précis. À partir de ce système de valeurs, l'esclavage apparaît, alors c'est choquant pour nous, mais quand même comme une espèce de propédeutique à la citoyenneté. L'esclave apprend à devenir romain. Et lorsqu'il le devient, il l'est pleinement. C'est-à-dire que pour les Romains, un esclave affranchi, c'est la naissance d'un être nouveau. Tout ce qu'il a pu vivre avant est annulé. Et cet être nouveau est pleinement romain. Il est extraordinaire de voir que dans les armées romaines, auxquelles leur chef rappelle, on en a de multiples preuves dans les discours qu'on trouve chez les historiens, que lorsque l'on va au combat, il n'y a rien de pire que d'être vaincu et d'être fait prisonnier, et rien de plus glorieux que de mourir pour la patrie. Donc dans ces armées romaines, l'immense majorité des légionnaires sont des fils, des petits-fils ou des arrière-petits-fils d'esclaves. Et ces légionnaires vont au combat et meurent au combat pour Rome au nom de la citoyenneté qui leur a été accordée. Ça, c'est peut-être une leçon que nous pourrions méditer dans nos débats actuels.